l'appel en premier lieu. Voilà. Voilà, donc on commence par l'appel. Donc Catherine Bertin, Daniel Boucher, Christiane Casimajou, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuit, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos. Non, Laurence Ducos, elle n'est pas là? Elle n'est pas arrivée. Bon. Donc pour le moment, Patrick Expert, Catel Exart, toujours absent, d'accord. Laetitia Faubé, Thomas Filiatre, Maryse Fortinon, Michel Garat a donné pouvoir à André Massieu, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, oui. Pierre Laïto, Michel Latapi, absent, Corinne Loland, Julien Le Tacon, André Massieu. Il n'est pas arrivé? Normalement, il devrait arriver puisqu'il a eu le pouvoir. Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuit, Valérie Ménoré, Jean-Marc Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Jean... Comment? Ah oui, pouvoir à Alain Giroir, oui, tout à fait. Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernet, Maggie Perronet, Sylvie Porta, Alain Kérens a donné pouvoir à Dominique Clavier, Audrey Rénal, Denis Rennes, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay a donné pouvoir à Patricia Peigné. Voilà. Donc nous allons passer donc l'ordre du jour. Le premier point c'est... Vous avez votre clé, président? Oui, il faut que je la mette. C'est mieux. Oui. Ok. Donc le premier point concerne donc le transfert de la compétence prévention et gestion des déchets au syndicat Entre-deux-Mers, de l'Entre-deux-Mers pour la gestion des déchets Semotom. Voilà, et je donne donc la parole à notre collègue en charge du PGD. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde, à ceux que je n'ai pas vus en particulier en arrivant. Bien, ce soir, nous allons passer deux délibérations donc, sur le transfert et sur le passage à la TEOM du service du PGD. On ne va pas refaire toutes les compilations qui vous ont déjà été présentées. Attends, excuse-moi, il y a un point que j'ai oublié. Oui. J'ai oublié de désigner, enfin qu'on désigne le secrétaire. Ah. Qui c'est qui... Valérie, je te... Non, mais t'inquiète pas. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Valérie, sans papier, assure le secrétariat? Sans papier, c'est pas bien non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Allez, merci Valérie. Et je redonne la parole. Vas-y, excuse-moi. Bon, bah écoutez, on prend maintenant que la secrétaire de séance est nommée, elle a tout dans la tête. Bien, je vous disais que sur ce sujet, nous y avons travaillé depuis déjà de nombreux mois.
que nous avons eu des comités de pilotage auxquels certains d'entre vous ont participé. Nous avons travaillé aussi en commission et nous avons eu une conférence des maires il y a peu de temps sur ce sujet. D'ailleurs, je tenais à vous remercier tous pour le travail que vous aviez apporté, à la contribution aussi et à l'amendement de tous les dossiers que nous vous avions présentés pour qu'ils soient le plus clair possible à comprendre. Donc cette organisation qui perdurait, puisque vous savez que sur notre territoire il y a cette différence de territoire entre la rive gauche, la rive droite et malgré tout encore des différences sur la partie rive droite. Donc cette organisation qui est issue de la fusion a fait l'objet donc de nombreuses réflexions avec nos copiles et nos commissions. Et il s'avère que l'existence de ces services différents impacte fortement l'organisation, la perception des recettes. Il y a une absence d'économie d'échelle. Donc plusieurs scénarios ont été présentés du coup, en conférence des maires et en commission. Et l'hypothèse qui a été validée à la dernière conférence des maires, le 16 mai, et qui a été une unanimité par rapport à ce que nous avions proposé, a été celle d'un transfert vers le Sémoctom pour les 13 communes de la rive gauche. Je ne vais pas toutes vous les reciter, vous les connaissez. Donc cette organisation, qui va être nouvelle, va nous permettre d'optimiser et de mutualiser les coûts et les moyens en rejoignant une structure à une échelle pertinente en la matière. Nous n'avons plus, nous, une taille pertinente pour pouvoir gérer un tel service. Elle permettra également d'harmoniser le service rendu aux administrés sur tout le territoire, qui pour l'instant ne l'est pas. Ce transfert va s'accompagner de fait d'un changement de mode de financement et passera d'une TEOM à toutes les REOM que nous connaissons, qui persistent sur notre territoire, puisqu'il y en a différentes aussi, comme les moyens de facturation donc sur notre territoire. Donc, pour toutes ces raisons, il vous est proposé à partir du 1er janvier que la collectivité institue une taxe, cette taxe aussi, et on le verra dans la deuxième délibération, pour pallier au non-paiement de la population sur notre territoire, puisque un administré sur 5 ne paie pas et que nous sommes à plus de 800 000 € d'impayés, ce qui perturbe notre budget et que nous ne pouvons pas récupérer par la redevance. Donc considérant toutes les difficultés engendrées par l'organisation actuelle du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et les différents scénarios étudiés en commission et en conférence des maires, considérant donc l'avis unanime de la conférence des maires en date du 16 mai concernant le transfert de la compétence au Sémoctom pour les 13 communes de la rive gauche, considérant que ce transfert doit faire l'objet d'une demande d'extension du périmètre du Sémoctom, il vous est demandé d'approuver le transfert de la compétence de collecte et de traitement des déchets à partir du 1er janvier au Sémoctom, et en conséquent, le Sémoctom devra procéder à une extension de son périmètre pour intégrer nos 13 communes de la rive gauche. Voilà brossé l'objet du transfert. Si vous avez des questions, nous pouvons vous répondre par rapport à tous les documents. De toute façon, vous avez toutes les pièces en main, puisque tous les documents, aussi bien de conférence des maires que de comité de pilotage, vous ont été transmis. Voilà, par rapport à ça, avez-vous des questions? Des questions? Juste, moi, Oui. une constatation à faire. Ce qui nous dérange, c'est la taxe supplémentaire. On entend. C'est la taxe supplémentaire pour pallier à ceux qui n'ont pas payé. Ça c'est quelque chose qui m'ennuie, parce que les bons élèves, encore une fois, sont taxés et sont mis à contribution à cause de ceux qui n'ont pas payé. Et on est à se demander si, après tout, pourquoi on ne ferait pas pareil? On ne va pas payer, et puis on ne nous dira rien, et puis ce seront encore les autres qui paieront. Je trouve ça pas normal du tout. Alors je comprends que ça va impacter, ça va impacter, mais je tenais juste à le souligner, que c'est quelque chose qui dérange et que l'on va avoir quand même, nous, maires, des répercussions là-dessus, parce que les gens ne se gêneront pas de nous le dire. Alors non seulement, il y aura l'eau qui est trop chère, maintenant ça va être les poubelles, maintenant, bon, voilà. Je reprends, la dernière fois, quand j'ai parlé
du fait que lorsque l'on ne mettait pas sa poubelle, on était aussi facturé. Et on m'a répondu oui, mais d'une façon qui m'a un petit peu dérangée, parce que pour quelqu'un qui travaille, on est quand même, nous, les patrons, quelque part, et qu'une personne qui travaille simplement au service me dise oui, mais après tout, le temps, j'ai pas du tout aimé. Ça, absolument pas, je n'ai pas aimé. Et je ne lui ai pas répondu, mais là, je vais répondre aujourd'hui. Je vais dire simplement que, effectivement, il faut payer la collecte de ce qui est au recyclage. Oui, il faut payer le reste. Je comprends qu'il faut payer tout ça, mais c'était pas du tout dans les règles du jeu. C'était pas du tout dans les règles du jeu, rappelez-vous quand même, c'était pas dans les règles du jeu. Donc, quelque part, pour moi, je suis dérangée. Voilà, je suis dérangée. Alors, Patricia, il y a deux questions, je vais répondre à la première. D'abord, la taxe, ça ne sera pas une taxe supplémentaire, ça va être une facturation différente. On passe d'une redevance. Mais tu as parlé de taxe quand même. On passe de la redevance à la taxe. La taxe, c'est comme on paye sur nos impôts au foncier. C'est-à-dire qu'on ne sera pas appelé avec une redevance qui, à l'heure actuelle, de toute façon, n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être et qui va avoir une augmentation considérable également. Et c'est un autre mode de paiement. Ce qui va éviter, puisque ce n'est pas nous qui aurons en charge de récupérer, c'est moi qui fais ce bruit d'écho là. Ce n'est pas nous qui aurons en charge de récupérer les impayés. Nous sommes, on dit 880 000, mais je dirais presque à 1 million d'euros actuellement. Ce sont les impôts qui récupéreront ça. Donc nous n'aurons plus cette problématique d'impayés. Là, tout le monde sera payeur. Voilà. Il faut effectivement, comme dit Dominique, sécuriser nos recettes. D'autre part, ta deuxième remarque. Bon, je te laisse ton appréciation personnelle. Juste, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ce qui est appelé à l'heure actuelle, c'est pas forcément que le ramassage des poubelles rouges ou que le ramassage du tri, ou que c'est un package. Donc on ne peut pas faire une redevance à la carte et bien dire celui-là il n'a pas mis sa poubelle, ben on va lui sortir un passage. Ça, c'est pas possible. Dans ce que nous connaissions, c'est une redevance globale qui faisait partie de tout ce que comprenait la redevance. Le ramassage en porte-à-porte, de tout ce que l'on ramasse en porte-à-porte, plus la déchetterie, plus les bornes à verre, plus les vêtements, plus les encombrants en porte-à-porte également. Donc voilà, on ne peut pas faire et dire je paye mes poubelles même si je ne les sors pas, ça fait partie du package, en fin de compte. Voilà, c'est ça la redevance. Oui, mais dans la règle du jeu, quand on mettait pour le tri, parce que l'on mettait pour le tri, on en vendait une partie quand même. On en vend encore. On en vend encore, et j'espère de plus en plus. Alors, donc il y a quand même quelques rentrées qui doivent... Oui, c'est de moins en moins cher peut-être, mais quand même, il y a des filières qui se montent un petit peu de tous azimuts. Non, mais c'était pas ça ta question, c'était de dire je sors pas ma poubelle rouge parce que je n'en ai plus, je veux pas payer. Non, c'est pas possible. Oui, voilà, c'est ça ma réponse. Hein, voilà. Ah bah oui, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, ça fait partie donc du on va se retrouver avec pas mal de choses dans les bois encore, déjà qu'on en a suffisamment. Non, si, vous allez voir. Et bien on en reparlera. Voilà. Mais on en reparlera. Moi j'ai juste répondu à ta question, le reste, je pense que c'est compris. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? D'autres questions? Non, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, chers collègues, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 31, abstention 7. Se sont abstenus. Alors, Monsieur Giroir, Monsieur Pédurand, Madame Peigné, Monsieur Pelletan, Monsieur Pernin, Madame Casimajou et Madame Technay. Voilà. Donc
La délibération est adoptée. Nous passons au deuxième point à l'ordre du jour. Non, donc, institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire en lieu et place des redevances actuelles. Voilà. En fait, on passe de la... c'est pour pas passer de la réom à la théo. Hein, c'est ça C'est exactement ça. Donc cette deuxième délibération, je vous en ai brossé le portrait aussi dans la première. C'est de fait, en passant sur le territoire du Séboctum, de toute façon, ça sera un passage à la théom également pour que l'ensemble du territoire soit uniformisé sur une théom, pour diverses raisons qui sont celles que je vous ai expliquées. Hein. Difficulté de pouvoir gérer les fichiers, difficulté de pouvoir rentrer tous les impayés. Il y a aussi cette taxe, elle va être destinée à pouvoir les dépenses du service de collecte et de traitement et les charges de fonctionnement et de gestion du service. La facturation, il va vous être proposé de rester en régime dérogatoire numéro 1, c'est-à-dire que c'est la CDC qui va instituer et percevoir la taxe, qui en fixe le taux et qui reversera au syndicat les produits appelés pour l'équilibre. Le taux applicable donc le sera au 1er janvier, il sera voté avant le 15 avril, ce qui fait que sur l'année 2025, cette taxe sera perçue et demandée aux ménages sur les impôts fonciers de 2025. Le taux va être voté en avril pour une perception en fin d'année. Voilà. Le Séboctum étudiera sur l'ensemble de son territoire aussi la possibilité de pouvoir passer à une TEOM-I, à une TEOM qui serait incitative, à voir de quels moyens, pour garder quand même une part d'incitativité sur les appels qui seront faits sur les taxes. Donc, considérant donc les difficultés que l'on a rencontrées avec l'application des redevances sur notre territoire, hein, il y a 3 systèmes sur notre territoire, considérant l'avis unanime là aussi de la conférence des maires du 16 mai, concernant l'institution de cette taxe qui vous a été proposée aussi dans cette commission, il vous est proposé d'instituer donc à compter du 1er janvier la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire, en remplacement donc des différentes redevances qui sont instituées sur notre territoire, à l'exception de Sainte-Croix-du-Mont qui lui reste sur le syndicat du SICTOM. Et bien voilà, et d'appliquer le régime dérogatoire numéro 1, prévoyant que la communauté de communes institue et perçoit la taxe, en fixe le taux et reverse au syndicat pour équilibrer les produits appelés. Des questions, chers collègues? Oui. Oui, en tant que maire de Loupiac, je vais voter contre cette proposition. Je tiens à m'en expliquer. J'avais déjà des réserves à titre personnel et récemment, comme certains d'entre nous, j'ai organisé une réunion de quartier et y participaient une trentaine de Loupiacais. Alors, j'ai pas plaidé contre, hein, mais il se trouve que l'un d'eux s'est étonné et s'est plaint évidemment, comme beaucoup d'entre nous, de l'augmentation de la redevance. Et je lui ai dit, bonne nouvelle, je savais que c'était des personnes plutôt modestes. Je leur ai dit, vous avez des chances de payer moins parce qu'on projette d'asseoir donc la contribution financière non plus sur une redevance mais sur une taxe et probablement que votre contribution va diminuer. Je ne l'ai pas convaincu. Il a dit qu'il n'avait jamais vu diminuer les redevances ou les taxes en ce qui concerne les ordures ménagères, je le comprends d'ailleurs, malgré les efforts qui sont demandés à chacun de nous, notamment en matière de tri sélectif. Et puis, donc de ce côté-là, j'ai fait un flop. Les classes moyennes qui étaient représentées dans cette réunion m'ont dit que c'était toujours elles qui étaient taxées et frappées. Et puis les propriétaires, si tous les propriétaires étaient des nantis, ça se saurait. Auquel on va demander évidemment de payer à la place des locataires.
Mais ils ne percevront pas directement les... Non, mais c'est eux qui vont le payer, mais ils vont le répercuter dans les charges. C'est ça, ils vont devenir comment on appelle, des fermiers généraux dans l'ancien régime, ou des notaires. Non, mais c'est les notaires qui perçoivent... Ils le mettent dans le montant de leur loyer. Oui, ils le mettent dans le montant de leur loyer, mais en fait, on leur demande de faire le travail que la collectivité publique n'est pas en mesure de réaliser. Non, mais je termine. Non, mais je ne cherche pas à convaincre, j'explique simplement mon vote. Hein. Et en fait, parmi les propriétaires, il y a beaucoup de veuves qui conservent ou des divorcés aussi. On l'a vu notamment en matière d'urbanisme, qu'on consomme de plus en plus d'espace, et que ces personnes-là vont se retrouver, devoir payer plus, parce qu'elles se retrouvent dans un logement plus grand. Voilà. Et puis dernière chose, puisqu'on va, vous voyez, on appelle de nos voeux un système incitatif, qui concerne aussi les locataires, du coup, qui verront cela dans les charges locatives. J'imagine que peu de propriétaires s'amuseront, c'est un abus de langage, hein, à répercuter sur ces charges à la baisse les comportements vertueux de leurs locataires, ou au contraire à la hausse s'ils ne respectent pas le jeu. Donc voilà, en résumé, moi je considère que les taxes, c'est du domaine régalien, et ça ne doit pas reposer sur des intermédiaires, en l'occurrence sur les propriétaires. Voilà. J'ai rien à exprimer. Bon, d'autres questions? Donc, chers collègues, je vous invite donc à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 26 voix pour, 4 voix contre et 8 voix abstention. Donc, les contre, nous avons M. Jean-Marc Depuy, Patrick Expert, Pierre Laïto et Bernard Mattei. Ensuite, en abstention, nous avons M. Giroir, M. Joanneau, M. Pédurand, Mme Peigné, Mme Téchenet, Mme Casimajou, M. Pernin et M. Pelletan. La délibération est adoptée. Eh bien, merci à toutes et tous. Et je voulais profiter de ces présentations de délibération pour remercier aussi, et d'abord tous les élus avec qui on a travaillé, et le service qui a fait un travail formidable sur ces dossiers, de façon à vous les rendre lisibles, pédagogiquement. Et voilà, ça a été un gros investissement de la part de tous pour ce dossier-là. Merci encore. Vous allez recevoir un dossier de presse, on va vous le faire passer en suivant. Ce dossier de presse va être envoyé à tous les élus, à toutes les communes, de façon à ce que vous puissiez vous-même en informer vos conseils municipaux, pouvoir répondre à toutes ces choses, voilà, et de façon à donner les bons arguments. Parce que bon, évidemment, on interprète peut-être toujours des choses un peu différemment. Tout est posé, tout est expliqué, et vous aurez toutes les réponses à pouvoir apporter à vos élus vous-même, parce que les questionnements en commune, nous allons en avoir également. Voilà. Il doit vous être transmis dès demain, je pense. Oui, hein, c'est ce qui est prévu. Oui, alors pour ce service-là aussi, nous avons un service au niveau de la communauté de communes, le service de prévention et gestion des déchets. Ils sont accompagnés, puisque quand il y a transfert, les agents transfèrent également. Donc ils sont repris par le CEMOCTOM, qui là aussi, avec nos services RH, le service RH et les services du CEMOCTOM, les accompagnent dans ce transfert. Et merci, parce que c'est un travail aussi d'accompagnement qui est important par rapport à nos agents.
voilà, c'est en bonne voie, ils ont été reçus, ils ont eu des propositions de poste, ils vont faire encore des journées d'immersion. Ils ne perdent pas leur emploi, ils sont de fait transférés aussi et employés par le CEMOCTOM ensuite. Voilà, alors il y avait juste par rapport à ça, il y avait une légitime crainte effectivement des personnels qui étaient au pôle PIGD, mais et je dois le remercier avant de leur donner la parole au président Obi et à madame la directrice Elodie Bittard, de la qualité d'accueil des agents qui ont été complètement rassurés par rapport à ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et donc, et la crainte qu'ils avaient au début s'est progressivement levée pour être aujourd'hui complètement estompée. Et donc, je voulais remercier pour avoir assisté à la première réunion la qualité d'accueil du CEMOCTOM qui sont vraiment à l'écoute de nos personnels pour faciliter effectivement ce transfert qui semblait initialement un peu périlleux, puis qui finalement s'est très très bien passé. Voilà, en tout cas, moi je remercie également, bon il est arrivé, je ne sais pas si vous le... Il est là, monsieur Duchon? Ah ben voilà, alors monsieur Duchon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le nouveau responsable des chefs de service des PGD et qui a pris ça en cours de route et qui l'a bien pris puisque très proche de l'ensemble du personnel, il a facilité aussi cette démarche un peu de transition entre la communauté de communes et le syndicat, le CEMOCTOM. Voilà, donc qu'ils en soient tous, et je le redis, chaleureusement remerciés et publiquement remerciés. Donc j'invite Monsieur le Président à venir me rejoindre pour nous présenter effectivement ce syndicat vers lequel nous allons migrer dans les mois à venir. Voilà, le président. Bien, Monsieur le Président, cher Josselin, Mesdames et Messieurs, merci. Merci de votre vote, ce qui fait infiniment plaisir à l'ensemble des élus du CEMOCTOM. Je vais avec Elodie Bittard, notre directrice générale des services, essayer de vous expliquer, d'abord de rappeler ce que nous sommes, expliquer la démarche dans laquelle nous sommes engagés, et puis on va aborder toute autre question que je n'ai pas posée au regard de ce transfert de compétences, c'est-à-dire l'extension du territoire des 13 communes de la rive gauche de Corrèze-Garonne à notre territoire. Alors, oui, mais je me tourne quand même pour... Je sais ce qu'il y a, mais je préfère savoir si c'est pas sur l'écran. Oui. Alors, le CEMOCTOM, c'est un syndicat mixte fermé, c'est-à-dire c'est un mixte qui comprend aujourd'hui 7 communautés de communes, en tout en partie, et une partie de la communauté d'agglomération du Libournais. Cela représente 85 communes, 115 000 habitants, 45 000 foyers. C'est un territoire qui est à la fois un territoire périurbain, c'est-à-dire sur l'ouest de son territoire, et rural sur l'est de son territoire. Vous voyez que ce territoire est bordé par la métropole, par grosso modo Brane-Saint-Loubès au nord et Cadillac au sud actuellement, un peu plus de Cadillac. Nous avons comme compétence toute la compétence déchets telle qu'elle est définie dans le Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire la prévention, la collecte, le tri et le traitement des déchets des ménages. Pour fonctionner, nous avons un siège social à la centre de transfert qui est situé à Saint-Léon. Saint-Léon, c'est une petite commune qui est située à l'est de Créon. Voilà, on va aller de Créon, de la Sauvageur, Saint-Léon. Nous avons 6 déchetteries, dont 3 sont ouvertes aux professionnels. J'en profite pour dire que nous avons des déchetteries sur le territoire, des déchetteries de Bégaï, et nous avons eu il y a quelques semaines un incident grave, puisque l'agent de déchetterie s'est fait poursuivre par des personnes qui lui reprochaient qu'il n'y avait plus de ferraille à voler dans le déchetterie. Cet événement qui est événement grave, car cette agression aurait pu être extrêmement grave. Le lendemain, dans cette conférence de presse, et Jocelyn était là, ça nous inquiète beaucoup de voir que l'agent de déchetterie puisse faire l'objet de tels comportements. Nous avons 135 agents, avec un budget qui est aujourd'hui de l'ordre de 22 millions de fonctionnement et de 6 millions de dépenses d'investissement. Alors, nous sommes engagés depuis 2020, c'est-à-dire en fait depuis le début de la mandature, dans un processus qui est un processus d'évolution considérable dans ce système de collecte,
qui va d'ailleurs impacter, si vous nous rejoignez, puisque la procédure n'est pas terminée, à partir du 1er janvier, notre syndicat. En fait, on a à répondre à 3 grands types d'enjeux. On aborde des enjeux que on pourrait qualifier d'environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, gérer les déchets, c'est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant que ça a été auparavant. Pour vous donner un exemple que j'aime bien citer, lorsque vous avez dans votre domicile quelque chose qui doit devenir un déchet, soit une matière, un objet, vous avez dans notre organisation aujourd'hui 35 destinations possibles. Ça peut être un papier à emballage, ça va être la poubelle jaune, ça peut être un textile, ça va être dans la borne textile, ça peut être du verre, ça va être dans la borne de verre, ça peut être des objets qui vont dans la déchetterie, eh bien on va avoir une trentaine, aujourd'hui on a une trentaine de destinations différentes dans la déchetterie, et les agents de déchetterie ont pour mission d'orienter les usagers sur le fait de mettre dans la alvéole. Et puis on est aujourd'hui en raison, donc, ça peut être du matériau de construction, c'est dans le matériau de construction, etc., etc. Et chaque année, on invente de nouvelles destinations possibles à ceux qui constituent les déchets. On a donc quelque chose d'extrêmement, de plus en plus complexe, de plus en plus motivant, mais aussi parfois confusant pour les usagers. Et dans ce contexte, on a aussi des demandes sociales qui sont très fortes. C'est-à-dire que nos usagers nous demandent de plus en plus d'être exemplaires en matière de collecte, de tri, de valorisation. Évoqué tout à l'heure, effectivement, Madame en parlait, je crois, le fait qu'on revendait effectivement des matériaux. On verra tout à l'heure qu'on aimerait en vendre davantage et mieux, mais effectivement, ça fait partie des matériaux qu'on doit valoriser parce que c'est la demande sociale qui nous est faite au-delà de la demande juridique, au-delà de l'impératif financier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des exigences réglementaires posées par la loi et par le règlement. Ces exigences, je vais les résumer en quelques mots. C'est d'abord que nous devons, de 2010 à 2030, réduire de 15% les déchets ménagers et assimilés. Alors, qu'appelle-t-on les déchets ménagers et assimilés? C'est tout ce que vous mettez dans vos poubelles, dans les ports d'apport volontaires et leurs déchetteries. C'est un concept qu'on utilise, DMA, déchets ménagers assimilés. Or, nous devons donc, c'est la loi qui nous demande, baisser de 15% le montant par habitant des déchets ménagers assimilés jusqu'à 2030. Sachant que je vous montrerai tout à l'heure un graphique qui vous montre qu'aujourd'hui, on est un petit peu en dessous du niveau de 2010. Nous devons également passer de 50% à 65%, la valorisation de nos déchets. Qu'appelle-t-on valorisation? Valorisation, ça veut dire que tout déchet qui est valorisé, c'est-à-dire qui n'est ni incinéré, ni enfoui, est un déchet qui est considéré comme valorisé. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 50%, ce qui correspond à beaucoup de collectivités. On doit passer à 65%, c'est-à-dire, en fait, avoir moins de déchets en enfouissement, avoir moins de déchets en incinération. On y reviendra parce que c'est un sujet important. Nous devons également, de 2010 à 2025, baisser de 50% ce que nous mettons à l'enfouissement. Aujourd'hui, les déchets que nous enfouissons sont enfouis à La Pouillade, c'est dans le Gironde, par un prestataire privé. Nous devons baisser donc de 50% le niveau d'enfouissement. Alors là, c'est quelque chose qu'on a à peu près déjà atteint. On doit rappeler également que nous avons eu en 2023 ce qu'on a appelé l'extension à la source, le tri à la source, l'extension des consignes de tri, pardon. D'ailleurs, le fait que désormais, on peut mettre dans la poubelle jaune tous les papiers et tous les emballages. On y reviendra si vous voulez, parce que ça va créer parfois des confusions dans l'appréciation et des difficultés dans la mise en œuvre. En tout cas, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Vous vous souvenez qu'auparavant, vous pouviez vous poser la question de savoir si un pot de yaourt y allait ou s'il n'y allait pas, si le couvert du pot de yaourt y allait pas. Aujourd'hui, tous les papiers et tous les emballages peuvent et doivent aller dans la poubelle jaune. Et puis en 2024, ça sera le gros sujet dont on va parler, nous avons la nécessité d'offrir une solution de tri à la source des biodéchets, c'est-à-dire des déchets alimentaires en fait, et ce sera une des grandes opérations qui sera menée en 2025 sur votre territoire. Et puis le troisième enjeu, c'est l'enjeu financier. Alors l'enjeu financier, nous avons été confrontés depuis 2020 à la difficulté liée à la situation monopolistique d'une entreprise, en l'occurrence Veolia, dans l'incinération, le traitement par incinération des déchets. Alors, je vais essayer de vous raconter en quelques mots l'histoire. Jusqu'en 2019-2020, les deux incinérateurs que possède la métropole, l'un à Sedon, l'un à Bègles, étaient gérés par
deux entreprises différentes. Deux entreprises différentes, ce qui signifiait qu'il y avait un peu de concurrence, c'est que certes on payait plus cher que la métropole, mais pas beaucoup plus cher. En 2018, la métropole a décidé de confier l'exploitation de ces deux incinérateurs à une seule entreprise. C'est une procédure de mise en concurrence, une procédure de concussion, et à l'issue de cette procédure de concession, il n'y a pas eu de concession, à l'issue de cette procédure de concession, eh bien c'est une entreprise qui a remporté, c'est Veolia. Et qu'a fait Veolia? Veolia a proposé des prix très bas à la métropole, se laissant la capacité de se récupérer sur les autres usagers, sachant que les déchets incidérables de la métropole, ça représente environ 50% de la capacité de l'ensemble des deux incinérateurs. Autrement dit, aujourd'hui, la métropole ne paie quasiment rien, et nous payons beaucoup plus, au même titre d'ailleurs que vous, également, pour Agence Véronne, et que les autres syndicats. Alors, ça se traduit par une augmentation considérable des coûts, d'autant que c'est impacté par ce qu'on appelle la taxe générale sur l'activité polluante, une taxe perçue par l'État, dont la vocation est justement de détourner des déchets, soit d'incinération, soit d'enfouissement, avec une augmentation progressive de cette taxe, pour inciter, entre guillemets, les collectivités à ne plus pratiquer moins d'enfouissement et moins d'incinération. Et donc ça se traduit en fait par cette courbe que vous voyez, ça représente le coût pour le Sévoctum de l'enfouissement et de l'incinération de 2019 à 2025, à volume constant bien sûr, et on passerait de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros. C'est quand même assez considérable. Et donc nous avons à répondre à ce défi, et comment on y répondra, on vous répondra par le plan qu'on a mis en œuvre. Pour éclairer encore les choses, on vous a mis en bas sur la courbe les produits de revente des matériaux. Les matériaux qui sont issus des centres de tri ou des déchetteries sont revendus. Ceux qui, bien sûr, n'ont plus de valeur vénale. Il y a des matériaux que nous ne revendons pas, on paie pour les faire sortir. Et puis il y a des matériaux que nous revendons. Notamment, par exemple, le métal. Tout ce qui est métal est revendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de nos visiteurs du soir aiment bien venir essayer de récupérer du métal dans les déchetteries de Bégueil. Je pense que la Virlande ne va remettre différemment. Et mais vous voyez que ça représente quand même un montant qui n'a pas évolué de manière extrêmement importante, puisqu'on est toujours aux alentours du million d'euros. Donc vous voyez, on a un gain financier auquel on ne peut répondre qu'en diminuant les volumes qu'on envoie à la décinération et en diminuant les volumes qu'on envoie à l'enfouissement, pour essayer d'équilibrer les choses. Donc on a eu ces trois enjeux auxquels il a fallu répondre. C'est pour cela... Alors oui, on peut reprendre ça. Non, mais ça, oui. Alors c'est pour cela qu'on a lancé en 2020 une opération qui s'appelle Ensemble. Je vous expliquerai pourquoi on l'appelle Ensemble. C'est Ensemble avec le 100 qui est remplacé par le chiffre, où le chiffre remplace la syllabe. Parce qu'il s'agit de réduire de 100 kg par habitant les déchets ménagers et assimilés de 2010 à 2030. Alors comment a-t-on fait? Eh bien, on a d'abord constitué un panel d'usagers, un panel d'habitants, que nous avons vu en 2020 et 2021, panel d'habitants auquel on a demandé, évidemment, qu'est-ce que vous accepteriez? Quel est l'avis que vous portez sur la façon dont le syndicat fonctionne? Qu'est-ce que vous accepteriez? Qu'est-ce que vous proposeriez? Et ce travail est particulièrement riche parce que le programme qu'on va vous montrer est un programme qui est directement issu du panel d'habitants. On a aussi fait des réunions territoriales, alors c'était pendant la période du Covid, c'était un peu compliqué, mais on a fait des réunions territoriales auxquelles tous les usagers étaient invités. On a constitué un comité de pilotage, on est venu devant les comités de communes, on a vu un certain nombre de conseils municipaux, et on s'est constitué en interne pour déterminer la façon que nous aurions d'évoluer. C'est ce qui a conduit en octobre 2022 à adopter le plan dit Ensemble, qui est donc le plan qui doit nous conduire à diminuer de 100 kg par habitant les déchets ménagers assimilés de 2010 à 2030. Alors, pour raisonner, et puis après je passerai la parole à Élodie, désolé, on était ce matin à Grenoble, on est parti à 4h du matin pour vous retrouver, donc on a parfois un peu de fatigue. Vous avez sur ce tableau, c'est important, la répartition que nous avons entre les différents types que nous avons dans notre système de collecte. Alors en bas, en marron, ce sont les ordures ménagères résiduelles,
c'est la poubelle noire. La poubelle noire, elle est noire ou grise là, ici. Rouge. Elle est Bordeaux. C'est la poubelle Bordeaux. C'est la poubelle Bordeaux qui est tout à fait en bas. Vous avez ensuite, là, ce qui est jaune, là c'est logique, c'est la poubelle jaune, c'est-à-dire la poubelle de tri. Vous avez ensuite en bleu le vert, hein, le vert que nous en mettons dans les bornes à verre. Oui. Il est vert, il n'y a pas de problème. Vous avez dans une couleur indéfinie, le marron, c'est ça, les déchets alimentaires, dont on parlera tout à l'heure. Vous avez dans un autre bleu, dessus du bleu, les textiles, et vous avez en haut ce qu'on appelle les déchets occasionnels, c'est-à-dire les déchetteries. Est-ce qu'il y a des déchetteries? Alors, on a eu des évolutions sur le syndicat qui a été en partie en 2010 de 520 kg par habitant et par an, avec des ordures ménagères résiduelles qui représentaient 262 kg par habitant et par an. On a eu pendant la période une assez forte croissance des déchetteries. Et c'est pour cela qu'en 2019, on a institué le contrôle d'accès en déchetterie. Toutes nos déchetteries font l'objet d'un contrôle d'accès, c'est-à-dire que les usagers doivent récupérer un badge qui s'appelle un CEMO-code, qui permet de rentrer et de mesurer le nombre de fois où ils vont et le tonnage, le poids qu'ils apportent. Ça nous a permis de réduire les poids apportés, les volumes apportés en déchetterie. Et aujourd'hui, finalement, on arrive en 2023 à être passé de 520 kg par habitant à 500 kg par habitant, c'est-à-dire une baisse de l'ordre de 4%, si la mémoire est bonne. Baisse de 4% qui est effectivement une partie du chemin qui nous a mené aux 15%. Mais les 15%, c'est 442 kg par habitant. C'est l'objectif 2030, dont nous pensons et nous espérons qu'on pourra l'atteindre en 2027, d'ores et déjà. Mais voyons qu'il y a quand même du chemin à faire, et c'est la raison pour laquelle, Élodie, si vous permettez, on passe, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je passe la parole à Élodie pour vous expliquer ce que deviennent nos déchets et comment on va essayer de faire en sorte qu'on arrive à cette évolution. Élodie ? Si je vais peut-être aller... vous m'arrêtez si vous avez des questions, parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais c'est toujours bien de se dire où vont justement chacun des flux, parce qu'en fait on a une action que l'on peut avoir sur chacun de ces flux, justement. Et c'est en cela qu'on va bien différencier toutes les actions qu'on aura, flux par flux, ce qui permettra d'avoir et d'atteindre les objectifs dont le président vous a parlé, de ces moins 100 kg par habitant. Donc les ordures ménagères résiduelles, on l'a dit, incinération, c'est exactement comme chez vous. On part à Bègles ou à Senon, et effectivement, on a ce prix qui augmente, on pourra en reparler si vous le souhaitez, avec cette TGAP qui augmente aussi de manière très considérable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que c'est incinéré, et même avant, on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dans le bac noir, vous le savez, c'est une part complètement résiduelle qu'on ne va pas retrier. Et donc, une fois que c'est incinéré, la matière qui était dedans, elle est perdue. Donc, c'est véritablement quelque chose qu'il faut qu'on évite. Parce que si jamais il y avait de la matière qu'on devait recycler, qu'on aurait pu recycler, à partir du moment où c'est dans le camion, c'est fini. Ensuite, nous avons le bac jaune, comme vous. Nous sommes également actionnaires de la SPL Trégironde. Donc, en cela, notre destination du contenu de notre bac jaune va exactement au même endroit, au centre de tri de Saint-Denis-de-Pile, donc qui a ouvert en ce début d'année. Et donc, tout ce qui est dans le bac jaune va partir sur ces chaînes de tri. Donc, alors, on aura l'occasion bientôt de le visiter. Et donc, il y aura évidemment des visites qui seront faites. Ce sont des lecteurs optiques. Donc, ces lecteurs optiques, ils vont aller déterminer quelle est la matière qui constitue l'emballage. Est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est du carton? Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est de l'alu? Est-ce que c'est du plastique? Et quel plastique c'est? Et c'est ça qui va permettre justement de différencier, de dissocier et donc de séparer chacune des matières. Et c'est cette séparation de la matière qui permettra de les revendre. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on a une recette dans la vente des matériaux. Et ça, elle ne peut se faire que si on a de bonnes qualités de tri. Donc, on a le PEHD qui est bien trié avec le PEHD, le PP qui est bien trié avec le PP, et etc. Il y a plein de résines avec plein de sigles que je ne connais pas, mais il y a à peu près une quinzaine de sortes différentes de matériaux qui sortent des centres de tri. Et ça, l'œil humain ne peut pas le faire. Et ça, c'est important, effectivement, c'est une communication qu'on donne à nos habitants lors des réunions publiques et puis même à
avec justement les différentes réunions d'élus que qu'on a pu faire, si on demande à ce que tous les emballages soient bien séparés les uns des autres, qu'il n'y ait pas d'imbrication, c'est parce qu'en fait, le lecteur optique, il ne va pas aller déterminer si le carton il est imbriqué avec du plastique ou il est imbriqué avec du métal. Il va dire, ça c'est une erreur, je le sors et je le mets dans les refus. Et il faut savoir que les refus de tri, eh bien ça partira à l'incinération. Donc c'est-à-dire qu'on va payer le tri, et ensuite on va payer l'incinération. C'est juste double facture en fait. Donc on lutte absolument pour que, évidemment, il y ait beaucoup plus de tri, mais qu'il y ait surtout beaucoup plus de bon tri. Et que donc le geste que l'on fait soit le geste qui soit le plus qualitatif possible. Donc, emballage, ça part dans le centre de tri, c'est trié, et ensuite effectivement c'est revendu. Donc ça c'est la revente de matériaux, vous l'avez vu. On est autour de 1 million d'euros. Alors dans les très bonnes années, on va faire 1,2 million. Puis dans les très mauvaises années, on va être à 800, 900 000 euros. Mais sincèrement, même si on a augmenté nos tonnages, on n'explose pas les ventes de matériaux. Donc on est véritablement sur un trend, on va dire, qui est de 1 million d'euros de recettes. Ensuite, nous avons le verre. Le verre, dans les bornes à verre, vous en avez également sur le territoire. Là, on va les collecter et on va les envoyer à l'usine de recyclage qui est à Ison et à Vers. Donc ça, c'est un matériau qui est extrêmement facile à recycler et qui est recyclable à l'infini. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est un geste qui est quand même normalement ancien, assez ancré dans les habitudes. Vous le verrez, il en reste encore dans les ordures ménagères. Donc il y a encore à faire des efforts. Et ça a été aussi une des actions que l'on a menées sur le territoire. Et ensuite, dans les déchetteries, alors j'ai mis que 2 flux, mais effectivement, le président vous l'a dit, il y a plus d'une trentaine de flux dans les déchetteries, de manière effectivement de trier les déchets. Je vous ai mis les 2 plus importants, les végétaux et les déchets enfouis. Avec ces deux apports ici, vous avez la moitié, plus de la moitié en fait de ce qui arrive en déchetterie. Pour 40%, ce sont des végétaux. Et les végétaux, ils sont broyés, on a des plateformes, à Bégaye, si vous avez déjà été à Bégaye, c'est broyé par un prestataire et ensuite c'est envoyé à Saint-Christophe-de-Double pour être composté. Donc c'est une dépense. Les déchets verts, ce sont une dépense, puisque pour composter, on n'a pas de plateforme de compostage sur le territoire, il faut que ce soit un prestataire qui le fasse, et on est entre 38 et 40 euros la tonne. On collecte entre 9 500 et 10 000 tonnes de végétaux chaque année. Vous voyez à peu près la dépense que ça peut considérer. Et puis les déchets enfouis, ce sont également des déchets qu'on essaie de proscrire au maximum. Ce sont des déchets qu'évidemment on ne peut pas recycler. Et normalement, il ne devrait rien avoir de recyclable à l'intérieur. Exactement comme pour les ordures ménagères résiduelles. On constate malheureusement qu'il y a encore beaucoup d'erreurs de tri. Ces déchets enfouis, ils partent justement dans des centres d'enfouissement, donc c'est à la Pouillade, dans le nord de la Gironde. C'est aussi un prestataire qui exploite ce centre d'enfouissement. Et il faut savoir qu'une fois que c'est enfoui, pareil, ça ne devient rien. C'est-à-dire qu'on est dans un trou, quand le trou se remplit, on le ferme, et on creuse un trou à côté. C'est ça l'enfouissement. Alors, c'est très bien fait, je ne parle pas du tout de pollution, c'est bien, les lixivias sont bien récupérés, sont bien traités, et etc. Mais enfin, c'est une aberration de se dire qu'on va mettre sous la terre des choses qu'on a produites et qu'on n'a pas forcément triées. Donc on essaye, nous, de surtrier. Mais le surtri, il ne remplacera jamais le tri de l'habitant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire et de diminuer au maximum. Comme vous l'a dit le président, on a déjà dépassé les objectifs de moins 50% d'enfouissement. Mais il n'empêche, il en reste encore. Et il en reste encore beaucoup. Donc vous le comprendrez, en fait, ce qu'on essaye d'évacuer au maximum, ça va être les 2 extrêmes de cette diapositive, l'incinération et l'enfouissement. C'est là où on perd toute la matière. Alors évidemment, tout ce qui est prévention, on en parlera, on ne l'oublie pas, bien évidemment. Tout ce qu'on peut éviter avant même de le jeter, évidemment, on le sait, hein, c'est le meilleur des déchets. En tout cas, une fois que c'est dans le service public, ces 2 extrêmes-là, l'incinération et l'enfouissement, il faut absolument qu'on lutte contre ça. Et pour ce faire, on a justement développé le programme Ensemble. Alors, il s'appuie également sur les caractérisations. Donc, je sais qu'il va y en avoir une pour les ordures ménagères de vos communes. Je crois que c'est en septembre, à la rentrée, on va les faire. Nous, ça fait déjà 2 ans qu'on en fait. Et celle que je vous montre, là, c'est celle qui était en juillet 2022. Il y avait un ratio à peu près de 214 kilos par habitant à cette époque-là. Maintenant, on est passé en deçà de la barre des 200. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu?
on a vu qu'il y avait un tiers à peu près de nos déchets, c'était des déchets alimentaires. Déchets alimentaires, c'est des restes de repas, c'est malheureusement parfois des choses qu'on n'a pas consommées. En tout cas, c'est 67 kilos de notre poubelle noire qui sont des déchets alimentaires. Donc ça, concrètement, il faut qu'on trouve une solution, ça ne doit pas aller à l'incinération. Ensuite, et ça c'était avant les extensions de consignes de tri, 26%, c'était des papiers et des emballages, dont les nouvelles consignes de tri. Donc ça représentait 57 kilos, c'est-à-dire autant que ce qu'il y avait dans le bac jaune. Donc ça veut dire, alors là on va faire une nouvelle caractérisation en septembre, et donc on va voir comment les extensions de consignes de tri auront été efficaces, sauf que même si on a gagné 10% de plus de tonnes, ça fait 4 kilos par habitant. J'ai peur qu'il en reste encore beaucoup dans la poubelle noire. Donc ça veut dire qu'il y a encore un effort à faire. Et pourtant, vous le voyez vous sur vos territoires aussi, on a équipé des bacs jaunes, on a fait en sorte que les bacs jaunes soient plus grands pour que justement il y ait une capacité de tri plus importante, et il y a encore des papiers, des emballages dans la poubelle noire. Encore 12 kilos de verre. Alors là, on nous dit à chaque fois, mais ce n'est pas possible. Enfin, ici, c'est possible. 12 kilos de verre. Là, c'est les pots, les bocaux, les bouteilles. Et je vous le disais, c'est en plus un matériau qui est recyclable à l'infini. Donc ça ne devrait pas du tout aller dans les ordures ménagères. Et puis ensuite, il y a à peu près 8%, 17 kilos, c'est des petits appareils électriques, des piles, des vêtements, un certain nombre de choses qui, pareil, ont des solutions de tri, soit dans les bornes que l'on a sur le territoire, soit en entrée de magasins, de supermarchés, soit dans les déchetteries, bien évidemment. Et donc, quand on regarde réellement ce qui est résiduel, on a 30 kilos, ce sont des textiles sanitaires, donc ça va être des couches, des lingettes, des serviettes hygiéniques, des cotons-tiges, etc. Et 30 kilos du autre. Alors là, du autre, on se gratte la tête, on se dit mais qu'est-ce qui reste? Donc en général, ça va être des poussières d'aspirateur, des mégots, les brosses à dents, les rasoirs jetables, et puis il y avoir les litières de chat, les litières qui sont minérales, que l'on ne peut pas composter, des petits objets cassés, des règles, des choses comme ça. Enfin, pas grand-chose en fait. Donc quand on regarde ce qui devrait rester dans notre poubelle noire, en fait c'est 60 kilos. Donc notre objectif c'est quand même d'aller gratter tout ça, et de faire en sorte que tous les matériaux qui sont recyclables, ils aillent dans la bonne filière. Parce que tout ça c'est effectivement de l'incinération en moins, c'est des coûts en moins, c'est de la TGAP en moins, et puis c'est quand même du recyclage et de la matière première que l'on ne va pas aller retirer dans l'environnement, c'est des ressources naturelles qui seront épargnées. Donc c'est fort de ces constats-là qu'on a développé ce programme ensemble. Donc, premier flux, on l'a vu, ce sont les déchets alimentaires. Donc on va, et je vous expliquerai comment on le fait, on pourra le faire tout de suite après. La stratégie qui a été validée, c'est de dire, on a un territoire quand même qui est très majoritairement rural. On a un territoire, on le voit dans les statistiques, où on a plus de 70%, même je crois que c'est 80%, des maisons qui ont un jardin. Donc, priorité au compostage. Si on veut réduire en plus, il faut qu'on aille dans une logique qui est une gestion de proximité, une gestion chez soi. Donc, majorité et équipement au maximum en composteur individuel. Évidemment, là où on a un quartier, là où on a un petit immeuble, on pourra faire du compostage collectif également. Donc on n'est pas du tout en train de faire de contradiction. Là où on peut, compostage individuel, là où on peut, compostage collectif. Mais on s'est dit, en même temps, ça fait quand même depuis 2006, je crois, qu'on a développé une stratégie de compostage. Et je sais que chez vous également, ça fait longtemps aussi que vous avez cette stratégie-là. Bon, toujours est-il qu'on a malheureusement pas encore tout le monde qui composte. Donc ça veut dire qu'il y a encore des réticences. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de dire il faut qu'on apporte une solution complémentaire, parce qu'il y a des choses, il y a des restes alimentaires qu'on a du mal à composter. Ceux qui sont des maîtres composteurs, j'ai envie de dire, ou qui connaissent l'art du compostage, ils n'ont aucun problème, ils peuvent tout composter. Et là c'est super, il faut qu'ils continuent, et on a même envie de leur dire venez nous aider justement pour montrer, pour justement former, sensibiliser vos voisins et puis les habitants des communes. Sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on a mis en place un dispositif de collecte, c'est des points de collecte de déchets alimentaires, c'est des abris-bacs en fait, sous cette comment je pourrais appeler ça, ce couvercle en métal, vous avez un bac de collecte, un bac de 120 litres. Et en fait l'habitant, il va venir et il va déposer ses déchets alimentaires, trier ses déchets alimentaires dans ce bac de collecte. Et nous, nos équipes viennent le collecter toutes les semaines et le laver toutes les semaines. Donc c'est une solution complémentaire. J'ai un jardin, je composte mes fruits, mes légumes, ce qui est facile finalement à composter. Et puis tout le reste qui m'embête un petit peu,
mes arêtes de poisson, mes coquilles d'huîtres, mes têtes de crevettes, et etc., eh bien, je vais les mettre dans le point de collecte de déchets alimentaires. Et ces déchets alimentaires qui sont collectés partiront ensuite dans un site de compostage. Donc on les composte au SMICVAL à l'heure actuelle. Et ça devient du compost organique. Je précise rappeler que ces points de collecte existent déjà sur la rive droite. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ceux qui sont de la rive droite, les Oui, je vais collectent. peut-être déjà parler de comment ça se passe. Ça sera plus simple. En fait, et c'est ce qui s'est passé effectivement sur les 13 communes de la rive droite. Oui, j'étais en train de me repérer géographiquement. C'était quand? C'était en septembre dernier, il me semble. Oui. Hein, c'est ça. Hein. C'est en septembre dernier. J'en ai l'impression que c'est déjà une éternité, mais c'était en septembre. Il y a des messagers d'une entreprise que l'on a recrutée, qui s'appelle Voix Publique, qui ont justement recruté et formé des ambassadeurs, des messagers, qui viennent en porte-à-porte chez chacun des habitants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé très important, parce qu'il faut aller à la rencontre des habitants pour leur expliquer, pour leur montrer le geste et pour les équiper gratuitement. Donc en fait, il y a vraiment un travail, et ça démarre sur le territoire depuis le mois de mai 2023. Oui, c'est ça, mai 2023, j'en perds mon latin. Donc ça fait déjà 1 an qu'on sillonne en fait les communes du Sémoctum, avec des messagers qui vont en porte-à-porte rencontrer tous les habitants, expliquer le geste de tri des déchets alimentaires, fournir des composteurs gratuitement, parce qu'ils les ont dans les camions, et fournir également des bioseaux et des sacs craft, ce que vous voyez là, qui permettent d'aller trier ces déchets alimentaires que l'on ne composte pas dans ces points de collecte. Donc ils ont tout le dispositif avec eux et ils rencontrent tous les habitants. Ça s'est très bien passé. S'il y a des maires qui ont eu l'occasion de les rencontrer, vraiment il y a des très bons retours. Est-ce que Oui, du coup pardon. les écoles et les restaurateurs peuvent aussi Oui. se mettre là-dedans? Tout à fait. Alors, le mieux même, au niveau des écoles et des restaurateurs, c'est qu'ils vont avoir des bacs à eux. Ils vont avoir des bacs de collecte. Soit ils sont à côté, ils ont peu de production, ils peuvent tout à fait utiliser les points de collecte des déchets alimentaires, soit ils sont équipés de bacs de collecte comme ça, directement dans les établissements. Donc on équipe toutes les écoles, on équipe évidemment les restaurateurs, et puis il peut y avoir des entreprises qui ont une cantine aussi, il peut y avoir ceux qui veulent des composteurs, ils en auront. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de dire c'est l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Donc, tous les dispositifs sont à disposition et on a un agent chargé de la relation aux professionnels qui va les rencontrer, qui va les équiper. Donc pour voir effectivement de combien ils en ont besoin, etc. Et c'est collecté toutes les semaines également. Donc pour vous dire, depuis le 12 mai 2023, on a équipé toutes les communes de la Cali, toutes les communes de Castillon-Pujol, enfin, celles que l'on dessert, parce qu'on ne les a pas en entièreté, toutes les communes de la rurale de l'Entre-deux-Mers, toutes les communes donc, de la rive droite de Convergence-Garonne, rive gauche, pardon. Je vais y arriver, hein, définitivement. Hein. Depuis le début de l'année 2024, on a visité toutes les communes du Créonais, donc tous ces habitants sont visités, et on a déjà pratiquement fini les coteaux bordelais. On est en train de commencer aussi avant l'été quelques communes de Porte de l'Entre-deux-Mers. Donc là, alors on a finalisé les comptes à mi-mai, évidemment, parce qu'il faut à un moment donné s'arrêter. On avait déjà rencontré 75% des habitants et équipé, sur ces 75%-là, 70% des habitants en composteurs individuels. Donc on est vraiment dans une marche qui va nous permettre, d'ici la fin de l'année, d'avoir couvert 100% du territoire avec ces solutions de tri à la source des déchets alimentaires. Donc ça permet évidemment de réduire de manière conséquente les ordures ménagères. Donc ça, c'est la partie déchets alimentaires, on y reviendra si vous le souhaitez. Évidemment, extension des consignes de tri, vous l'avez vécu également depuis le 1er janvier. Donc ça fonctionne bien, je vous l'ai dit, plus 10% des tonnages. On sait que plus 4 kg par habitant, mais c'est déjà des très bons taux. On a aussi des bons taux de refus de tri. On est entre 20 et 21% en refus de tri. Alors moi je trouve que c'est toujours trop, parce que je considère qu'un cinquième du bac jaune qui repart à l'incinération, je trouve ça trop. Mais on nous dit qu'on est des bons élèves. Alors, on le prend, mais j'ai bien envie de me dire qu'on peut s'améliorer quand même. Hein. Vous n'êtes pas de bons élèves, on va s'améliorer ensemble alors. Donc il y a un gros travail qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail de communication, mais il y a aussi un gros travail de nos équipes de collecte. C'est-à-dire qu'on a mis en place aussi des suivis de tournée.
on a mis en place des contrôles de bacs jaunes. On met de l'information sur les bacs et on peut refuser un bac jaune s'il est vraiment trop mal trié. Et l'idée derrière, c'est d'aller sensibiliser pour retrier le bac jaune, pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de refus de collecte dans nos bennes de collecte. Le verre, en fait, vous l'avez vu, c'est 12 kilos. Donc il faut aller les chercher. Donc on a intensifié la collecte du verre et on a repositionné une centaine de bornes sur les communes qui avaient déjà des bornes de déchets, d'emballage de verre. Ça a été... alors c'est pas facile, parce qu'on sait qu'on aime bien que ça soit proche, mais pas trop proche. Donc il faut toujours travailler, alors c'est, vous savez, le subtil équilibre. Mais en tout cas, si on n'a pas les bornes et si on n'en a pas suffisamment, eh bien, on n'aura pas suffisamment d'emballage de verre dans ces bornes de verre. Donc en fait, il faut pas en mettre trop non plus, évidemment, mais il y a des ratios à respecter pour que le geste de tri soit facilité. Et en plus, on avait encore 5 communes qui étaient en porte-à-porte, qui à la fin de l'année basculent en apport volontaire. Parce qu'en fait, la collecte en porte-à-porte, d'une part, elle est très chère, elle coûte 5 fois plus cher que l'apport volontaire. Elle n'est pas plus performante, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle est même moins performante, de 3-4 kg par habitant. Puis après, c'est sur la santé des agents de collecte, il y a des poussières de verre, ça abîme énormément les camions. Donc les 5 communes ont accepté de basculer en apport volontaire et d'être effectivement dans une homogénéisation de notre service. Et une fois qu'on a mis ça en place, on trie les déchets alimentaires, on intensifie la collecte des papiers des emballages, on intensifie la collecte du verre, et bien là, il n'y a plus de raison de rester à une fois toutes les semaines en poubelle d'ordures ménagères résiduelles. Donc on bascule à une fois tous les 15 jours la poubelle noire. Parce qu'en fait, et on le voit déjà maintenant, une fois qu'on trie bien, concrètement, vous le voyez vous, en plus sur la partie avec la référence incitative, le bac, il est pas plein. Donc on peut tout à fait se permettre, c'est autorisé d'ailleurs, à passer une fois tous les 15 jours. Et donc on va faire ça en début d'année 2025. On est en train de recaler tous nos circuits de collecte, parce qu'évidemment ça change tout, pour que justement on puisse passer à une fois tous les 15 jours sur toutes les communes du territoire, début 2025. Alors ce ne sera pas au 1er janvier, ça sera plutôt février, mars, avril, on est en train de caler la date exactement. Et donc ça, c'est ces dispositifs qu'on vous propose également de déployer sur vos territoires pour aller chercher encore une fois les déchets alimentaires, les papiers, les emballages, le verre, et de réduire justement la collecte des déchets résiduels également à une fois tous les 15 jours. Parce qu'en fait, et c'est là où je comprends tout à fait l'inquiétude qui peut être de se dire si je bascule de la ROM incitative à la tonne, est-ce que je ne vais pas avoir des effets pervers en fait finalement, de gens qui faisaient des efforts, qui n'ont plus envie de les faire. Et nous, on va continuer à leur demander de les faire, et on va leur donner des solutions pour le faire. Et donc en plus, ce qu'on appelle souvent la collecte incitative, le fait de réduire la fréquence des ordures ménagères résiduelles, et ça invite à continuer son geste de tri, à éviter la production d'ordures ménagères résiduelles. Donc ça, ce sont les déchets que l'on a en porte-à-porte en général, ou en apport volontaire proche de chez soi. Et on a également tout un dispositif sur les déchets occasionnels, donc les déchets qu'on apporte en déchetterie. Encore une fois, rappelez-vous, l'idée c'est réduire l'enfouissement. On veut maximiser et valoriser tout ce qui va partir au recyclage, et on veut réduire absolument tout ce qui part à l'enfouissement. Donc on a développé un système de broyage avec l'accord et avec les partenariats des communes. Les communes ouvrent des plateformes, et parfois elles en ouvrent une à plusieurs en fait, elles mutualisent une plateforme sur leur commune, elles décident effectivement de la manière dont cela fonctionne. Il y en a certaines qui laissent des clés aux habitants contre une carte d'identité, d'autres qui ont mis une serrure à code qu'elles ont donnée à leurs habitants, d'autres c'est des permanences avec des associations. Donc ça c'est des choses qui sont en fonction du fonctionnement qu'elles veulent mettre en place. Et nous ensuite, une fois que les habitants ont posé leur branchage, on vient avec un broyeur semi-industriel pour broyer justement les branchages. Et on laisse le broyat qui permet aux habitants, d'une part d'avoir du broyat pour le compostage, et puis aussi d'avoir du broyat pour les pailler autour des arbres, pour les plantations, etc. Pardon ? Et pour les biodéchets, tout à fait, pour le compostage, c'est nécessaire, effectivement. Qu'il faut mettre du brun ? Oui. Alors ça, les messagers, justement, qui vont en porte-à-porte, ils ont cette notion de sensibilisation. Ils parlent de ce qu'on appelle le compostage en lasagne. Je mets une tranche, on va dire, de fruits et de légumes, hop, je mets une tranche de brun, et je superpose comme ça. C'est pour ça que le broyat est extrêmement utile pour le compostage, tout à fait. Donc on a l'objectif d'être à 50 plateformes actives en 2027, on est à 30, et on est à peu près à 37-38 communes
desservis parce qu'en fait, je vous dis qu'il y a parfois des plateformes qui sont mutualisées sur plusieurs communes. Donc l'objectif étant effectivement de déployer également ce dispositif sur vos communes. Au niveau du détournement de l'enfouissement, alors là, on est sur une recherche constante et systématique de toutes les filières de recyclage qui existent. Donc on a mis en place en 2022, c'était tout ce qui était... on avait les plastiques durs, on avait les plâtres, on avait les huisseries. On a rajouté les articles de sport et de loisirs, les jeux, les jouets, les articles de bricolage et jardinage. Et là, depuis le 1er avril 2024, nous avons mis en place la REP, vous savez, pour les produits et les matériaux de construction et du bâtiment. La REP PMCB. On aime bien les sigles qui ne nous évoquent rien, mais on peut appeler ça la filière bâtiment. Et donc en fait, ça a permis au niveau de nos déchetteries de récupérer tous les déchets de construction et de déconstruction pour les habitants. Parce que, et là, c'est une des choses qui a été très très forte dans la loi AGEC, et aussi dans la loi, je crois que c'était Résilience, pour éviter les dépôts sauvages, parce que je vous rappelle que c'était à la suite d'un drame d'un maire qui avait été tué par quelqu'un qui était en train de déposer dans les bois des dépôts sauvages. Et là, ça a été vraiment un coup d'accélérateur pour cette filière-là, qui faisait des années qu'elle devait sortir, pour dire on ne veut plus de dépôts sauvages. Pour qu'il n'y ait plus de dépôts sauvages, il faut qu'on reprenne gratuitement tous les déchets du bâtiment, pour les professionnels et pour les habitants. Et donc il y a eu une obligation à ce que les distributeurs de matériaux, justement, et de produits de bricolage, aient l'obligation de reprendre les matériaux, aussi bien des professionnels que des particuliers. Donc désormais, on a une carte sur laquelle on voit très bien comment sont maillés le territoire, avec justement ces distributeurs qui reprennent les déchets du bâtiment. Et comme on en avait suffisamment sur le territoire, on a dit très bien, les professionnels ont leur propre filière. Donc nous, désormais, les déchetteries, on accepte évidemment les déchets du bâtiment des particuliers, mais on n'acceptera plus ceux des professionnels. On les accepte par contre pour tout ce qui est végétaux ou pour d'autres filières, mais le bâtiment, ça on n'accepte plus parce qu'ils ont justement des distributeurs qui sont bien plus et bien mieux organisés que nous finalement pour accepter ces déchets. Donc ça c'est la nouveauté du 1er avril 2024. Et on a également le fait que on interdit rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a mis en place un contrôle d'accès, on a mis en place un nombre de passages limités et un poids limite. Au-delà, c'est pas qu'on refuse, au-delà on facture. Et ça a été une ligne rouge que nous ont donné les usagers, le panel des habitants. Ils nous ont dit, d'ailleurs pour les ordures ménagères, c'était pareil. Ils nous ont dit, en fait, nous, il y a 2 lignes rouges. On a compris qu'il fallait qu'on fasse des efforts. On a compris qu'il fallait qu'on réduise nos déchets. Ça, ok, il faut qu'on y aille. Et effectivement, vous avez tout intérêt à nous aiguillonner parce que finalement, on sait mais on ne fait pas. Donc, ok, on est partant. Mais 2 choses sur lesquelles on ne veut pas que vous alliez, c'est supprimer le porte-à-porte. Ils nous ont dit, ok, on réduit, mais vous ne le supprimez pas. Et pour particulièrement les ordures ménagères, ils trouvaient qu'il y avait potentiellement des populations un peu plus fragiles, un peu plus, voilà, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées. Ils ont dit, il ne faut pas enlever ce service-là. On réduit, mais on n'enlève pas. Et au niveau des déchetteries, c'était pareil. Ils nous ont dit, on veut bien que vous réduisiez, mais on ne veut pas d'interdiction. Là, du coup, c'est insupportable pour nous. Parce que quand il pleut, l'herbe pousse et vous ne pourrez pas l'empêcher de pousser. Donc nous, on veut bien faire des efforts, mais il ne faut pas qu'on ait d'interdiction. C'est pour ça qu'on est allé sur un système, effectivement, avec des passages limites et des tonnages limites, et au-delà de la facturation. Donc depuis le 1er janvier, nous sommes à 18 passages et 1,8 tonnes par foyer. Et alors, je rassure toujours, parce que quand on fait l'extraction en fait, des données de l'année précédente, en fait, on est à 6,5 passages en moyenne par an, et on est à 700, je crois que c'était même 650 kg en 2023. On va dire qu'on a un petit peu de marge quand même, avant qu'on dépasse les quotas. Et puis, donc ça c'est ce qu'on a mis en place pour les déchets résiduels, et je voulais vous montrer également la dernière nouveauté, c'est celle-ci, parce qu'on s'est dit, parce que c'est aussi un des éléments que les habitants nous ont dit, ok, on veut bien faire des efforts, mais il faut nous aider. On aide avec les composteurs gratuits, on aide avec les points de collecte des déchets alimentaires, et au niveau des déchetteries, parce qu'on sait que les végétaux, c'est, bon voilà, quand il pleut, l'herbe ça pousse. On n'a pas encore trouvé d'astuce pour que l'herbe ne pousse pas, reste verte, et que ça ne vienne pas en déchetterie. Donc voilà. Donc en fait, on s'est dit, comment on va les aider
pour que finalement, ce soit un geste qu'ils puissent garder chez eux. Comme le broyage, quand on est sur des plateformes communales, on essaie d'être en proximité, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin pour éviter d'aller en déchetterie? Et c'est ainsi qu'on a développé des aides financières qui permet en fait de... Alors, il faut que je... Est-ce que j'ai je vais trouver les détails, oui, c'est ça. Non, est-ce que c'est ça? Non, je ne l'ai pas, le détail. C'est pas grave, je vais le faire de mémoire. Donc en fait, on a des solutions pour diminuer les végétaux et des solutions pour diminuer les déchets alimentaires. Donc ça va être en fait des aides financières, soit à l'achat, soit à la location, soit à la prestation. Donc pour les végétaux, par exemple, j'achète un broyeur, tout seul ou avec des voisins, et bien je vais avoir à peu près 50% qui vont être pris en charge, que je vais pouvoir être remboursé, avec un plafond évidemment. Alors je ne les ai pas en tête les plafonds, je vous prie de m'en excuser, mais sur le site internet vous avez tout, et je pourrais vous chercher si vous voulez les plafonds. Donc broyeur, mais vous avez également le kit mulching. C'est-à-dire kit mulching, c'est ce qui permet de garder la tonte et de couper la tonte en tout petits morceaux pour justement nourrir les sols. Pareil, j'achète un kit mulching, et bien je vais avoir une aide financière sur ce kit mulching. J'ai une prestation. Finalement, j'ai pas envie d'acheter un broyeur, mais je connais une société qui fait justement du broyage à domicile. Eh bien, je vais aussi avoir une aide financière sur la prestation, à hauteur d'un certain plafond, évidemment. Sur la location aussi, c'est pareil. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire, finalement, qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour faire en sorte que j'aille pas en déchetterie de manière automatique. Souvent, j'utilise un petit peu ce slogan que je vais dire, je détourne, mais je dis, la déchetterie, c'est pas automatique. On n'est pas obligé systématiquement d'aller en déchetterie. Et donc on essaye effectivement par ces aides financières d'apporter des solutions. Et côté déchets alimentaires, on a également des aides financières pour, par exemple, des bokashi. Il y a des personnes qui sont en appartement ou qui ont des petites cours et qui ne peuvent pas avoir un composteur mais qui ont envie quand même d'avoir ça. C'est mon cas par exemple. Le bokashi. On peut avoir aussi l'achat de poules. Donc on va subventionner l'achat de poules, l'achat d'un poulailler également. Donc vous voyez, c'est un certain nombre de panels, finalement, de solutions. Alors c'est la première fois qu'on le fait. On va voir ce que ça donne. On a prévu 50 000 € au budget cette année. On est déjà à une centaine de demandes depuis le démarrage, qui était il y a un mois. Ça démarre très vite. Voilà. Donc après, il y a évidemment un certain nombre de critères. Quand on fait un achat, on ne peut pas le faire tous les ans. Quand on fait une location, par contre, on peut le faire tous les ans. Enfin, vous voyez, c'est des petits principes comme ça, évidemment, pour habiter le territoire, etc. Donc ça, c'est les solutions que l'on essaye de trouver pour que justement, on puisse réduire les déchets. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à ces 442 kg par habitant en 2030 et à ces moins 100 kg par habitant en 2030. Je reprends, mais merci Elodie, je reprends la parole pour quelques minutes pour expliquer d'abord, dire deux ou trois choses. La première, et ça les maires et les élus des communes de la rive droite pourront sans doute emporter notre témoignage, les messagers que nous avons envoyés ont été globalement très bien accueillis par la population. Très bien. Moi j'avais un peu peur, je vais vous le dire. Un peu peur qu'avoir arrivé des gens qui sonnent, est-ce qu'on ne va pas les mettre dehors, est-ce qu'on va dire qu'est-ce que c'est ces gens-là, est-ce qu'ils ne veulent pas regarder à quoi ressemble ma maison, etc. Vous connaissez toutes les peurs que peuvent avoir les gens. Et en réalité, dans toutes les communes de la rive droite, mais dans toutes les communes du 7 octobre, l'accueil était excellent. Tu peux emporter le témoignage, excellent. Les gens ont été contents que nos messagers arrivent, c'est-à-dire qu'on ait choisi une entreprise qui était de très bonne qualité. Et ces messagers, non seulement, ils ont expliqué la problématique des déchets alimentaires, mais ils ont répondu à toutes les séries de questions sur le tri, sur la façon de gérer les déchets. Et c'est un grand succès que nous avons, en tout cas, considérons que c'est un grand succès. Donc je pense que sur la rive gauche, eh bien, on aura exactement le même phénomène. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que le tri, la base de tout ça, c'est le tri. C'est le comportement à la base du tri. Et le tri, c'est quelque chose qui s'acquiert progressivement. C'est un apprentissage, c'est une acculturation. Au début, quand on pratique le tri, on se dit, on regarde le truc, on se dit, ah ben, est-ce que ça va dans la poubelle jaune, dans la poubelle noire, dans la poubelle alimentaire, ou est-ce que ça va en déchetterie? Et puis finalement, vous apercevez que le geste devient naturel. Il faut que le geste de tri devienne aussi naturel que celui qui consiste à éteindre un robinet d'eau quand vous n'avez plus besoin, ou qui consiste à éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce. Et ça devient un geste spontané et naturel. Et c'est pour cela que nous pensons qu'on y va de manière progressive.
Et c'est pour ça aussi que nous avons choisi de ne pas avoir de mesures coercitives, de mesures qui soient dures, mais plutôt des mesures d'accompagnement. Et la persuasion, c'est quelque chose que nous allons continuer à faire dans le cadre de nos actions de prévention. Voilà ce que je voulais dire. Alors, en termes de procédure maintenant, quelques mots quand même pour dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Vous avez délibéré ce soir, et je vous en remercie. Il faut maintenant que délibère le comité syndical du 7 octobre. Il délibérera le 10 juillet. Le 10 juillet, le comité syndical du 7 octobre va délibérer, n'ayez aucune crainte, ça sera, me semble-t-il, l'unanimité. Et puis après, on doit faire délibérer les 6 autres collectivités, 7 autres collectivités qui vont être appelées à délibérer sur l'extension du territoire du 7 octobre. Pour cela, elles vont avoir un délai de 2 mois, et si elles n'ont pas délibéré au terme de 2 mois, l'avis est réputé favorable. Muni de tout cela, ça part sur le préfet, lequel préfet donc doit normalement prendre l'arrêté d'extension du territoire à compter du 1er janvier 2025. La règle étant que l'avis est réputé favorable si la moitié des collectivités représentant les 2 tiers de la population ou les 2 tiers des collectivités représentant la moitié de la population ont donné un avis favorable, mais de manière quasiment systématique, tous les élus que l'on a pu rencontrer sont parfaitement d'accord et favorables à l'intégration de la rive gauche de Couragence-Garonne au sein du CEMOCTOM. Le président n'a pas parlé du personnel. Le personnel a été reçu, en ta présence d'ailleurs, au CEMOCTOM. Les choses sont bien passées. C'est, on peut dire, 7 personnes normalement qui devraient rejoindre nos équipes. Et puis on récupérera effectivement les équipements, notamment la déchetterie Virlab, sur lesquels il y aura probablement un certain nombre de travaux à faire pour l'aménager et peut-être lui donner quelque chose de plus moderne, de plus fonctionnel que ce qui est le cas aujourd'hui, ce que nous essayons de faire dans nos déchetteries. Enfin aussi, il y a aussi le problème de la gouvernance. Nos statuts prévoient que les communautés de communes sont représentées à hauteur d'un délégué par tranche de 2000 habitants. Ce sont les statuts du 7 octobre. Aujourd'hui, vous avez 6 représentants qui sont sensibles, notamment. Et bien, désormais, vous en aurez 16. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous désigniez 10 délégués supplémentaires pour vous représenter au sein du 7 octobre. Le 7 octobre, actuellement, a 57 délégués, dont 6 de Couragence-Garonne. On passera à 67 délégués, dont 16 de Couragence-Garonne. Et puis aujourd'hui, la Couragence-Garonne est représentée par un vice-président, qui est Pierre Rigaud, qui est là-bas au fond. Et je proposerai, dès la première séance du conseil du comité syndical du 7 octobre, après l'intégration de Couragence-Garonne, à ce qu'on désigne un autre vice-président qui sera issu de Couragence-Garonne. Voilà ce qui se passera en termes de procédure, mais c'est important que vous l'ayez dans votre tête. Tout cela est bien parti. On continue de travailler avec vous, avec vos équipes. Je voudrais remercier encore les équipes de Couragence-Garonne qui ont été extrêmement efficaces. Et on va aller vers un cheminement, et puis vous aurez l'occasion, bien, les délégués au comité syndical, de nous voir plus souvent. Et vous aurez l'occasion de vérifier que l'équipe technique administrative du 7 octobre, et notamment Élodie Bittard, qui est derrière moi, est de premier ordre et fait un travail considérable. Voilà, Président, je voulais dire. Merci beaucoup, Président. Est-ce que parmi nos collègues, certains souhaiteraient poser des questions? On en profite qu'on ait le Président et la directrice présents. Oui. Vous aviez envisagé d'inverser les cadences de ramassage entre OM et tri. Est-ce que vous travaillez sur ce sujet? Alors, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de passer en mars ou avril 2025 pour les OMR à une fois tous les 15 jours. Parce qu'aujourd'hui, la poubelle noire, rouge ou grise, comme vous voulez, il y a de moins en moins de choses. Pour ce qui concerne la poubelle jaune, la première chose que nous faisons, c'est permettre aux usagers d'avoir des bacs plus grands. Parce qu'aujourd'hui, les éléments techniques, le poids ne représente pas suffisamment pour passer toutes les semaines. J'ajoute que ce qui sent dans une poubelle, c'est les déchets alimentaires, c'est le biodéchet. Et si on a un prix tri correct, c'est-à-dire que les déchets alimentaires sont soit compostés, compostage individuel, compostage collectif, ou sont emportés dans les points d'apport volontaire, il n'y a plus aucune raison que la poubelle jaune sente, il n'y a plus aucune raison que la poubelle noire sente. Et dans la pratique, on s'aperçoit que
on n'a pas de plainte sur ce sujet-là. Depuis nous avons mis depuis 2020, on a fait la collecte des déchets alimentaires sur 3 communes des rives de la Laurence, c'est-à-dire Béchac, Saint-Sulpice et Saint-Loubès. Et en fait, nous ont demandé assez rapidement de basculer sur ces points d'apport volontaires qu'on peut voir à Cadillac, à Bégueil, à Rions, à l'Estiac et compagnie. Eh bien, ça ne crée pas de nuisance. Et même celles qui ont été installées pendant l'été passé, il n'y a aucune nuisance et on n'a aucune plainte, je le dis par ce contrôle, aucune plainte sur la nuisance qui se fait. Alors, peut-être que dans 10 ans, effectivement, si on a des volumes encore plus considérables d'emballage de papier, mais je ne pense pas que ça en prenne le chemin, on pourra passer à des rythmes différents. Et dans l'immédiat, on réorganise la collecte sur ces bases. Oui. Je voudrais revenir sur les déchets qui reviennent vers les distributeurs. Aujourd'hui, nous avons, comme dans toutes les communes, beaucoup de déchets dans la boîte. C'est la raison pour laquelle ça a été mis en application. Ah, des déchets de bâtiment. Oui, des déchets de bâtiment. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours sur ce phénomène-là, quelque part, sur les retours des tonnages, des économies que ça a pu engendrer depuis que ça a été mis en application? Ça, c'est déjà la première question. Et je voulais savoir aussi comment est compensé, alors c'est pas les taxes, d'après ce que j'ai compris, par rapport aux distributeurs, parce que lui, il faut qu'il fasse des plateformes de stockage en conséquence par rapport à cela. Et j'ai compris que vous avez une cartographie des distributeurs sur votre secteur. C'est intéressant un peu, justement, effectivement, c'est aussi d'avoir sur comment on se rend, de façon à. Et comment en avez-vous le contrôle de l'organisation? Est-ce qu'on a un contrôle, je dirais, par rapport à cela? Alors, oui, je vais répondre sur la deuxième partie, la deuxième question, la première parce qu'elle le dit par rapport. Le système fonctionne effectivement par une contribution qui est payée par tout achat, comme vous faites, mais c'est la même chose pour les produits électroménagers, qui alimente un fonds, qui va venir compenser les charges imposées aux distributeurs et à nous-mêmes, d'ailleurs, des charges que ça représente. C'est pour ça que le système est gratuit. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, la carte, est-ce qu'on a la carte sur le site Alors, sur le site internet, oui, on doit faire un lien. C'est au CAB, mais on vous enverra le lien. En fait, c'est un site qui est national. Pour faire simple, l'artisan du coin qui a un chantier, qui a des restes de bâtiment, il amène où? Parce que lui, pourquoi? Alors, si lui, il est au courant, parce que les fédérations, elles ont justement fait l'information, et concrètement, quand ils vont... Alors, j'ai envie de dire... La loi et justement ce maillage-là, il a été fait pour qu'il n'y ait plus de dépôts sauvages. Maintenant, s'il y a des gens qui font encore des dépôts sauvages alors que c'est gratuit, j'ai envie de dire, là maintenant, à chaque fois on nous disait c'est trop cher, c'est pas autorisé, c'est pas ceci, voilà. Ou est-ce que dans le secteur il y a Virlade, dans le secteur il y a Prégnac, il y a Arbanats, il y a Point-P, oui, à Bégueil. En fait, généralement, vous avez les Point-P, les Gédimat, les Sud-Ouest Matériaux, ça, en général, ils sont pratiquement tous en ouverture. Pardon? Ah, je suis pas sûre, ça dépend de la surface, en fait. La Benne Rougier, ils en ont aussi. Les gros distributeurs. Et en fait, sincèrement, sur le territoire, et même côté, justement, rive droite, il y a vraiment de quoi faire. Et alors, est-ce qu'on a un contrôle dessus? Alors, non. Pas ce qui est chez le distributeur. Par contre, l'éco-organisme qui s'appelle la REP PMCB, nous on est affiliés à Valoubat, et puis il y en a d'autres qui sont affiliés à Écomaison, et d'autres à Écominéraux. C'est un peu compliqué à chaque fois les filières, mais bon. Ils ont une traçabilité des déchets. Donc eux, ils ont les tonnages. Mois par mois, jour par jour, etc. Donc ça, c'est compilé au niveau national, et donc on aura une visibilité tous les ans là-dessus. La dernière question, c'est les traitements. Donc, comment font-ils le traitement et où est-ce qu'ils mettent les produits traités? Alors, c'est trié. Hein. Alors, il faut savoir qu'au niveau des déchets du bâtiment, encore une fois, si c'est repris gratuitement, c'est si c'est trié. Parce que, évidemment, c'est comme... Alors, au niveau de... Donc, le plâtre, par exemple, c'est du concassage. Et c'est en fonction... Alors, c'est pour ça que le plâtre, c'est des chutes de plâtre, ça repart pour fabriquer du plâtre. D'accord? Alors, il y a la filière laine de verre, laine de roche. Là, normalement, c'est aussi fait pour que ce soit remis dans de la laine de verre, laine de roche. Tout ce qui est gravat, les inertes, ça, c'est de la sous-couche, de l'enrobé en général, qui sont faits, et du remblai.
Après, vous allez avoir les métaux. Après, vous allez avoir le bois. Oui. Excusez-moi, Non, je vous en prie. J'essaie de répondre à votre tout question. ça, c'est un coût. Alors le coût, qui est intégré. Alors, c'est l'éco-modulation. C'est l'éco-modulation. il est intégré quand l'artisan... Non, il est intégré par le consommateur. Vous savez, quand vous achetez un meuble, quand vous achetez un appareil électroménager, et là, quand vous allez acheter des matériaux de construction, vous avez le petit plus, là, l'éco-modulation. Ça va dans la caisse de l'éco-organisme. En plus, l'éco-organisme, il va récupérer de l'argent de tous les metteurs sur le marché. C'est exactement comme pour les emballages. Quelqu'un qui fabrique X briques, quelqu'un qui fabrique X plaques de plâtre, quelqu'un qui fabrique, etc., doit verser à l'éco-organisme. Ma question était, est-ce que le retour, je dirais, des matériaux par l'artisan qui reviennent vers le distributeur, et le coût financier est aussi le traitement. Est-ce que, parce que pour traiter, il faut prendre des matériaux, les amener par camion, les amener dans des filières appropriées, tout ça, est-ce que... Oui, la filière, la REP a l'obligation de couvrir les frais de récupération et de traitement. Ok, vous avez la preuve. Allez. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Attendez. Président, excusez-moi une dernière. Ça veut dire que si on trouve des déchets dans nos bois, je peux les amener à Point-P, si c'est du Point-P, Oui, mais il faut que vous les ayez triés. Il faut que vous les ayez triés. Vous donnez un micro là-bas. Allez-y. Concernant une manifestation locale, à Escoussa, on a eu la fête de la cerise là, et donc j'ai souhaité qu'on trie les déchets alimentaires. Alors évidemment, compte tenu du nombre de personnes qui venaient, le petit bac, ce n'était pas pratique du tout. On ne pouvait pas trier les coquilles d'huîtres et tout ça et mettre dans le petit bac que l'on a à disposition. Le bioseau, le petit? Non, les déchets alimentaires, hein. Vraiment les déchets alimentaires, les restes de viande, etc. etc. Donc du coup j'ai demandé au CEMOCTOM s'il était possible qu'il nous amène un bac et nous on ferait l'effort de s'assurer, parce que c'est quand même un effort aussi, comme vous le dites, il faut acculturer les gens et voilà, et donc il faut surveiller que ce tri se fasse bien, donc on était prêt à faire ça. Et donc j'ai demandé si on pouvait avoir un bac, et en fait c'est une prestation payante. Si le CEMOCTOM me livre, on met, il récupère, il lave le bac, etc. Ça c'est payant, 250, un peu moins, 240, je sais pas trop, bref. Sinon, on pouvait nous le faire, on allait à Saint-Léon chercher un bac, on stockait, on ramenait, etc., etc. Bon, alors moi j'ai dit, eh bien non, on n'a pas trié, et on verra pour la fête locale si on a un peu plus de temps, parce que voilà, il n'y avait pas suffisamment de monde pour assurer. Donc on veut faire cet effort, et je trouve que pour les collectivités, ça serait une réflexion à avoir. Je trouve qu'une gratuité serait... surtout qu'il y a effectivement, comme vous le dites, il y a quand même des circuits qui se font par les agents du CEMOCTOM sur tous les bacs. Je réponds simplement pour dire qu'il y a 2-3 ans, le comité syndical a été amené à se prononcer sur la règle générale pour les manifestations et à poser un principe qu'effectivement que les prestations de transport sont payantes, livraisons sont payantes, et qu'on ne facture pas tout ce qui est directement trié. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est collecte et traitement sont gratuits pour tout ce qui est déchets alimentaires, tri, verre, etc., à part les ordures ménagères. Par contre, la livraison, là, les équipes de collecte, elles ne peuvent pas prendre des bacs et les emmener. C'est vraiment, là, soit on a une prestation, soit on a un agent qui... Et en fait, là, c'est qu'une prestation parce qu'en fait, il y a trop de bacs en général. Donc la livraison est payante. Par contre, la collecte et le traitement, ça, c'est gratuit. C'est pris en charge. À condition que ce soit correctement trié. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai l'exemple dans ma commune, les manifestations qui s'est... Alors après, c'est pas tenu cette année, mais c'est tenu l'année précédente, effectivement, où les organisateurs n'ont pas fait l'effort nécessaire pour que le tri soit fait. Il y a eu facturation. Ça m'a valu me faire engueuler. Mais enfin, le président, c'est normal, ça se fait engueuler. Hein.
Et oui, bonsoir M. Pédurandias. Une petite question, est-ce que vous avez une filière pneumatique et amiante de prévu au niveau du Cemoctom? Et sinon, est-ce que ce sera envisageable? Alors, pneumatique, oui, c'est déjà le cas. Alors attention, en pneumatique, c'est pas les pneus agricoles. Hein. On est toujours sur les ménages. Hein. Donc c'est effectivement pneus de voiture ou de scooter, voilà. Donc en général, alors évidemment, si on arrive avec une remorque avec 50 pneus, non, on est dans une logique où on est à 2 ou 4, je sais plus exactement, enfin, du classique. On vient de changer ses pneus, on ramène ses pneus. Non, j'en ai 150 en stock, là, c'est pour ça. Ah oui, non, ça 150, mais on trouvera une autre solution, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une filière qui vienne directement chez vous. Hein. Non, ça va être, c'est encore voilà, notre moyen pour mettre ça. Non, encore une fois, le syndicat, c'est un syndicat de traitement des déchets des ménages. Donc tout ce qui est, par exemple, il y a des carcasses de voitures, on ne les prend pas. C'est du véhicule usagé, ça c'est pas du tout la filière des déchets ménagers. Quand on a des quantités qui ne sont pas des quantités de production d'un ménage, là pour le coup, ça tombe sur une logique d'activité économique. Ouais, le seul problème, c'est que nous, on les a dans les bois. Alors, encore une fois, ça c'est des choses qu'on peut voir avec la filière, parce que les filières pneumatiques, elles peuvent apporter des questions de manière spécifique pour justement ces logiques-là. Après, si c'est une commune qui nous en fait la demande, il y a des choses qu'on arrive à traiter. Ça dépend si c'est un particulier ou si c'est une commune. Là, certainement qu'on va on prendra un rendez-vous, par contre il faudra les ranger, etc. Parce qu'on a les pneus, c'est un peu compliqué. Il faut les stocker aussi. Voilà, exactement. Vous les traitez? Donc pneus, On les renvoie dans la filière. c'est bon, c'est la Ça filière. repart dans la filière. Dans la filière, ouais. Et l'amiante? Amiante, non. Amiante, non, parce que là, on est vraiment sur du déchet dangereux. Il faut être équipé de manière particulière. Il faut qu'on ait des éléments de stockage de manière particulière. Et ça, pour le coup, on n'est pas du tout équipé ni formé pour ça. Donc on envoie sur des prestataires qui sont spécialisés. On a des adresses et on envoie sur des prestataires qui sont spécialisés. Donc on n'a pas prévu de faire de l'amiante. Donc tout ce qui est évrite et qui traîne dans les bois, Ouais, non, ça non. qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, ça fait partie de la... Il y a une loi sur les dépôts sauvages, avec une prise en charge des filières, justement. Donc on est en train d'essayer de... Parce que, évidemment, comme ils ne veulent pas payer, c'est un peu compliqué à chaque fois. Donc on est en train d'essayer de démêler tout ça pour essayer de vous faire des propositions pour qu'il y ait des prises en charge, justement, sur les filières, sur les dépôts sauvages. Parce qu'il y a des choses qui existent. Alors heureusement, les rapporteurs de la loi AGEC, alors c'est vrai qu'en ce moment ils ne sont plus députés, donc on verra par la suite, mais en tout cas ils ont fait une remontée par rapport à cela, comme quoi justement la prise en charge des dépôts sauvages pour les communes, c'était trop compliqué. Et que donc en fait ils ont demandé à ce que les règles sur justement la prise en charge par les filières de ces dépôts sauvages soient plus simples pour que les communes elles puissent le prendre l'activer, on va dire. L'activer, c'est pas le problème, c'est tout le pays. Les 3 quarts du temps, Oui, c'est l'activer, j'entends, c'est pour que vous ayez une prise en charge. Parce que nous, par rapport aux gens du voyage, justement, on va pas parler des gens du voyage ce soir, mais, moi j'ai fait faire une estimation sur la commune à Portes, du chemin des limites, 2 entreprises, il y en a une à 800 000 € et l'autre à 1 million d'euros. Alors bon, effectivement, c'est quasiment sur les Gigas, et nous c'est une plus grande échelle, mais aujourd'hui on ne sait pas le traiter parce que personne ne va payer. Personne ne va prendre en compte. Et ces déchets-là, ils vont rester des décennies et des C'est un décennies. sujet qu'on essaie d'aborder dans les prochains mois. Essayer de trouver vous aider à des solutions. Patricia? Oui, je te rejoins. Quand tu dis c'est pas le même tonnage, je t'invite à venir faire tout le tour de nos pistes. Tu vas voir si on va pas arriver au même tonnage. Mais alors, tout est mélangé. Le problème, c'est qu'on nous dit à la déchetterie, oui, vous pouvez venir à condition de trier. Vous allez vous mettre, vous, les mains dans les couches qui ont explosé, les machins, où il y a de tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors les agents techniques, avec tout le respect que j'ai pour les éboueurs, ils nous disent on n'a pas été embauchés pour ramasser des déchets. Et je vous assure qu'il y a des moments, ça sent pas très bon non plus. Donc tous ces déchets, il faut bien que l'on arrive à en faire quelque chose. Et chaque fois, c'est de l'argent que la commune doit mettre parce qu'on nous dit il faut l'enlever. Mais oui, on peut arriver à trouver des gens, mais sauf qu'il faut à chaque fois payer. Donc c'est moi ce que j'appelle la double punition. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs dont je vous parlais qui sont difficiles à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on essaie de les comprendre pour pouvoir les expliquer, pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Oui, parce qu'à la limite, même vous nous donnez une liste. Nous, on peut monter au créneau aussi quand même, hein, il n'y a pas de souci. Mais à condition que l'on sache où s'adresser et comment y arriver. Parce que c'est un gros problème, je vous assure. Bien conscient.
loin, ça fait le rap. Il y a plein de gens qui veulent plus faire de compostage. C'est parce que les descends. Un compostage bien maîtrisé, il n'y a pas de... Voilà, absolument. C'est pour ça. Attendez. C'est pour cela que nos messagers vous apprennent à composter. Et aussi, il faut bien voir que les rats ne sont pas attirés par le végétal. Les rats sont attirés par l'animal. C'est pour cela que la plupart des gens qui compostent sur le territoire, ils compostent le végétal et ils amènent l'animal, plutôt, les poissons aussi, au point d'apport volontaire. Les points d'apport volontaire, ce sont des, je ne sais pas si il y a eu la photo tout à l'heure, ce sont des bacs qui sont entourés d'un abri métallique, et donc les rats ne peuvent pas pénétrer. Ils ne sont même pas attirés, parce que ça ne sent même pas. Ça ne sent même pas. Donc effectivement, le problème des rats, c'est soit que c'est mal géré, c'est difficile à gérer pour connaître un composteur, et la prudence pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du composteur, c'est de mettre le végétal dans le composteur et d'amener l'animal dans les bons points d'apport volontaire. Et je constate d'ailleurs, depuis qu'il y a des points d'apport volontaire, qu'ils se remplissent vite et bien. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des usagers pratiquent comme cela. C'est bon? Bien, écoutez, je crois qu'on peut remercier le président Louis de sa disponibilité et de s'être levé très tôt ce matin pour être présent parmi nous, ainsi que Élodie Bittard qui faisait aussi partie du voyage de Grenoble. En tout cas, bon, je crois qu'on aura maintenant de nombreuses rencontres pour construire notre avenir ensemble, qui ressemble un peu aussi avec le projet de tri et d'apprendre les gens à mieux trier.